Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Et clin d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-meuille? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Salut Ista, comment ça va ? Bah, ça va et toi ? Ça va, en forme, prêt à parler de news. Ça fait un mois qu'on n'a pas parlé de tout ce qui s'est passé. Depuis un mois, il s'est passé pas mal de choses. Donc on va revenir dans les grandes lignes sur pas mal de choses qui s'est passé, même si il y a plein de news qu'on a mis de côté parce qu'il faut pas déconner, sinon on allait devenir fou. mais voilà, on a eu quand même des grosses dingueries qui se sont passées et on va commencer par la plus grosse dinguerie qui a été officialisée. On va aller du côté de Disney, du côté de Star Wars, puisque Kathleen Kennedy quitte ses fonctions de présidente après 14 ans de loyaux services, et c'est Dave Filoni et Lin-Wen Brennan, voilà, qui remplacent Kathleen Kennedy. Et donc du coup Filoni, il serait plutôt du côté créatif et Brennan serait plutôt du côté exécutif, donc similaire un peu à ce qu'il y a eu du côté de DC avec James Gunn et Peter Safran. Donc l'un gère tout le côté créatif et l'autre le côté de producteur exécutif, etc. Et du coup ça fait beaucoup parler, il y a eu beaucoup de réactions de gens qui étaient contents, etc. Bon, voilà, Kathleen Kennedy, c'est une productrice légendaire d'Hollywood. Voilà, même avant d'avoir pris les rênes de Star Wars, de Lucasfilm, elle a fait tous les films, enfin, elle a produit tous les films qui ont un petit peu construit les geeks, quoi, dans les années 80-90, même si les gens, ils ont pas l'air de s'en souvenir, même s'ils se souviennent que des 15 dernières années. Donc voilà, je veux dire, elle, à part faire des projets plus personnels, etc., elle en a parlé. Maintenant, je pense que c'était un poids quand même, les 14 ans de Lucasfilm, et faut le dire, parce que c'est George Lucas qui l'a mis un peu là-dessus. Il l'a pas mis là-dessus parce qu'il est parti, mais il a dit qu'il avait dit à Disney et tout que la seule personne en qui il avait confiance pour reprendre tout ça, c'était Kathleen Kennedy. Donc il a un peu mise là, il a un peu donné la patate chaude. Et après le bilan effectivement de Kathleen Kennedy, il y a du bon, mais il y a surtout du moins bon dans les 14 ans. Maintenant, Star Wars, pour moi, il y avait déjà du mauvais bien avant que Kathleen Kennedy arrive. Et enfin voilà, c'est pas parce que oui, ces 14 dernières années, elle a fait du Star Wars que ça va entacher tout ce qu'elle a fait avant, etc. Même s'il y a plein de gens qui semblent oublier tout ce qu'elle a fait avant, quoi. Et oui. Après, on peut parler du choix des remplaçants. Est-ce que tout ça te sied? Ça me paraît pas illogique en vrai, parce que c'était même un peu les trucs qui étaient tombés quand on en parlait de l'année dernière. Ça parlait de Jon Favreau et de Dave Filoni par là parce qu'ils ont fait le Mandoverse et tout, mais ouais, donc ça me paraît pas déconnant. Après, est-ce que ça va être bien? Je suis pas sûr qu'on va y gagner au change, mais bon, il faut dire aussi que Star Wars sous la direction de Kathleen Kennedy, il y a quand même eu plus d'échecs que de succès. Alors après, est-ce que ça va être mieux? Je suis pas sûr, mais ça va peut-être être moins, comment dire, voilà, il y aura moins des choses comme Andor et tout qui peuvent sortir un peu du lot. Voilà, on sera peut-être plus dans des trucs un peu plus grand public, un peu plus simpliste, quoi, je dirais. Et bon, après, le problème de Filoni, c'est ce côté crossover avec tous les trucs qu'il a fait avant, et voilà, il faut avoir un peu tout suivi, et c'est un peu ce qu'on reproche au MCU ces derniers temps, avec ce côté faire ses devoirs pour comprendre tout. Et voilà, après à voir, mais le fait qu'ils aient fait du côté un côté créatif et côté comme le DC Studio et le côté producteur, ça c'est une bonne chose, je pense. Après, est-ce que Filoni est la bonne personne pour être sur le côté créatif? Je sais pas, on le saura avec les prochains projets qui arrivent, parce que là, pour l'instant, les deux prochains projets qui arrivent, donc Mandalorian et Grogu et le Star Wars Starfighter, sont produits par Kathleen Kennedy encore, donc on va pas voir les résultats tout de suite de sa nouvelle politique, quoi. Ouais, après moi, Dave Filoni, je suis très inquiet, parce que Dave Filoni, c'est celui qui a fait les Clone Wars, les Star Wars Rebels et Ahsoka récemment, voilà, et il est très attaché à ces petites pions et à ces petits personnages qu'il a créés, etc. Et il a cette volonté de tout connecter, etc. Et ouais, il était décrit comme le descendant, soi-disant, de George Lucas, etc. Je sais pas si créativement c'est le meilleur choix. Moi, je suis très dubitatif quant à la nomination de Dave Filoni. Je sais pas si ça va être mieux. Et ouais, je sais pas s'il l'emmènera Star Wars dans une meilleure direction, parce que les gens parlent de ça, mais Dave Filoni est très attaché à la trilogie originale, à ce qu'a fait Lucas, etc. Donc je sais pas si on va voir beaucoup de projets qui s'éloignent
de ça, tu vois. Donc bon, on verra comment ça se passe, mais après moi Dave Filoni, oui, je suis pas excité par lui, par ses projets ou quoi. Donc bon, j'espère que ouais, il va me donner tort. Et avec le départ de Kathleen Kennedy, Kathleen Kennedy, elle a donné une petite interview et en fait, elle a donné des mises à jour, en gros, des updates sur les futurs films Star Wars, puisque ça fait longtemps qu'on en a pas, même si on en a un cette année. Le film de James Mangold qui doit se passer 100 ans avant ou je sais plus combien de temps, 1000 ans, je sais plus. En plus, c'est très très loin. Hein. Voilà, avant la prélogie de Lucas, qui est un film que nous on attend, enfin c'est le film qu'on attend le plus, je pense, de l'histoire des films Star Wars qui arrivent. Et il serait mis un petit peu en pause, même s'il a un script qui est apparemment à peu près prêt et assez incroyable, mais bon, je pense qu'on verra avec les nouvelles directions si ça va être greenlighté et tout ça. Le film de Donald Glover qui est Lando, donc le film sur Lando Calrissian, il a donné un script et voilà, on sait pas si ça va être greenlighté tout ça, mais ça franchement je sais pas du tout. Qui à la base c'était une série d'ailleurs. Hein. C'est ça, qui à la base était une série qui a été changée, etc. Enfin voilà, les conneries qui se passent à l'intérieur de Star Wars. La trilogie de Simon Kinberg, alors ça par exemple ça a l'air d'être le truc qui a l'air de plus avancer, le truc qui a l'air d'être le plus poussé en fait en interne. Et voilà, je pense que la trilogie, on va en reparler, mais il y a moyen que ce soit l'épisode 10, 11, 12. Taika Waititi l'a donné un script, voilà, pour son film Star Wars humoristique, etc. Elle a dit que c'était très bien, que c'était très drôle, etc. Mais moi, je pense que ce film ne verra peut-être pas le jour. Et elle a confirmé qu'un film, La Chasse de Ben Solo, voilà, avait été fait, mais avait été mis sur le côté. Donc, Ista, qu'est-ce que tu penses un peu de toute cette mise à jour de films Star Wars? Tu as dit, Louis, le film de Taika Waititi va sûrement être annulé, mais moi, je pense que en fait, la majorité de ce dont elle parle là va être annulée. Enfin, pour moi, tous ces projets-là, et je pense que c'est pas plus mal, il va falloir un peu faire comme quand James Gunn est arrivé sur DC, quoi. Genre tout jeter un peu à la poubelle et repartir sur quelque chose de plus sain, quoi. Et peut-être une nouvelle trilogie, ouais, ce serait pas bête dans l'idée. Je sais pas si c'est une bonne idée. Moi, le truc de James Mangold, ça me chauffe, hein, moi, quand même. Ouais, mais bon, James Mangold, il a d'autres trucs à faire. C'est vrai qu'il a d'autres trucs à faire, mais je me dis, le seul Star Wars qui s'éloignait vraiment là et qui allait faire son propre truc de son côté et tout, moi ça me donnait envie. En plus, James Mangold attaché, moi j'aime bien James Mangold. Après voilà, le film Donald Glover, Lando, ça fait tellement longtemps qu'il est dans les trucs, tu sais que bon, ça va pas, voilà, il y a des trucs qui vont pas être faits, quoi, c'est sûr, mais bon. Des trucs qui est intéressant en 2020, en 2026, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, le film de Taika Waititi, on en parle depuis des années. Comme la trilogie de Radio Nozzle, on en parlait. Tous ces trucs-là, c'est bon. Enfin, je pense que c'est bon, faut qu'on passe à autre chose, quoi. En tout cas, Simon Kinberg, là, oui, de toute façon, ils disent que Dave Filoni et donc Lin-Wen Brennan sont très impliqués dedans, donc ça va forcément être ça qui va arriver, je pense. Si les deux qui ont pris la direction, voilà, c'est le truc qui sont en train de le plus sont le plus dedans. Et ce qui se dit aussi, c'est qu'il y aurait Rey dedans, donc je pense aussi, parce que là Kathleen Kennedy n'a pas du tout parlé du film Rey qui était prévu par chez Marona Ishinoi dans l'interview, elle n'a pas fait référence du tout, donc je pense que ouais, ça va être complètement annulé et qu'en fait Rey va être dans cette nouvelle trilogie et qui, comme tu as dit, sera sûrement 10, 11, 12 qui se passera, voilà, s'il y a Rey en plus, ce serait logique, donc ouais, ce serait une nouvelle trilogie, quoi. Et il y a un dernier projet qui a été mis un peu sur le côté, c'est le film de Dave Filoni, voilà, puisque Dave Filoni voulait unifier tout le Mandoverse, faire même une trilogie avec Mandalorian qui se finirait avec le gros crossover avec Ahsoka, etc. là, qui s'affronte comment il s'appelle le méchant là, Thrawn, je crois. Ouais, Thrawn, ouais. Voilà, ouais. Du général Thrawn ou je sais pas quoi. Et ça a peu été mis de côté. Moi, je pense qu'il veut toujours le faire, ce film, mais il y a deux choses, il a été nommé président, donc je pense qu'il a d'autres choses à faire, mais surtout, ils ne savent pas si ça va marcher, en fait, Mandalorian et Grogu. Et en fait, si Mandalorian et Grogu ne marchent pas, je pense qu'ils sont en mode, bon, finalement, on va pas faire de trilogie, on va pas te faire ton Mandoverse de je sais pas quoi. Et je pense qu'ils sont assez inquiets, et d'ailleurs, la saison 2 d'Ahsoka, je pense qu'ils sont un peu inquiets aussi, parce qu'ils ont vu que toutes les séries Star Wars, ils ont chuté en vue. Donc je pense que le Mandoverse, ça tient à un fil là. Enfin, ça tient à une sortie de film, je pense. Ouais, les derniers projets du Mandoverse, ça a été compliqué. À part Ahsoka qui a quand même à peu près fonctionné la saison 1. Oh ouais. Mais Boba Fett, même la saison 3 de Mandalorian, ça avait fait des chiffres un peu moins bien. Ça avait été moins bien reçu. Et ouais, donc
Voilà, on sait que Lucasfilm et Disney ne prévoiraient pas d'autres séries Star Wars qui se déroulent dans le Mandoverse avant de voir les performances de Ahsoka saison 2 et peut-être aussi de, comme t'as dit, de Mandalorian Grogu pour voir si les gens sont au rendez-vous, quoi. Peut-être ça va, je sais pas, peut-être ça va pas aller plus loin. On verra, mais après comme c'est Filoni qui prend la tête, bon, s'il veut greenlighter une suite, il peut, quoi. Je me dis, non? Oui, il peut, mais je pense que de toute façon, il attend de voir Mandalorian et Grogu. Si ça marche, ça fonctionne, évidemment, je pense qu'on aura une suite, on aura la trilogie, on aura tout. De toute façon, on sait comment ça se passe. Hein. De toute façon, si ça marche, ça continue. Et ça, je pense qu'ils veulent continuer. Donc, bon, on verra ça en mai, hein, de toute façon. Ouais, clairement. Très curieux de voir ce qui va se passer avec ce film. Et voilà, on avait parlé une fois qu'il y aurait un projet horreur, voilà, dans l'univers de Star Wars. Et ce serait en fait pas un film, mais ce serait une série pas pour Disney+. Voilà, donc Star Wars en mode horreur, quoi. Ouais, bah écoute, chaud. Moi, je suis chaud pour avoir une pluralité des visions, une pluralité de tons, etc. dans l'univers. Et puis Star Wars, ça peut très bien se faire avec ça. Après, il faut voir qui est impliqué évidemment dans le projet. Mais ça a jamais été trop fait en live action, il me semble. Donc, bah écoute, pourquoi pas, hein. Ouais, bah moi je suis partant, hein. Ça serait différent et tout. Mais je me demande si sur Disney Star Wars, est-ce qu'ils vont pas vouloir faire un truc un peu à la Daredevil ou tu sais un truc qu'ils peuvent faire sur plusieurs saisons qui coûte pas trop cher et tout. Je sais pas si tu peux faire ça avec Star Wars, mais après le truc Star Wars, c'est que ouais, par essence, je pense que ça coûte quand même un petit peu de blé, quoi, pour avoir un peu de gueule. Maintenant, après, je pense ils sont pas obligés de faire un truc sur plusieurs saisons. Ils peuvent faire un truc, je sais pas, une série, une saison, et puis voilà, quoi. Mais bon, je sais pas comment ça va être fait. Après, vu qu'il y a une nouvelle direction et tout, je sais pas si ça va être accepté de toute façon, ça, et je sais même pas si Dave Filoni, c'est son truc, hein. Donc, écoute, ouais, je sais pas, parce que Disney, là, Star Wars sur Disney+, à part Ahsoka, on n'a rien de plus pour l'instant, quoi. Et voilà, il y aurait peut-être ce projet-là, quoi, en plus. C'est ça, et puis, bon, moi, je pense peut-être à la fin de l'année, on aura des infos sur des séries Star Wars ou des trucs qui arriveront, je pense, le temps que voilà, ils s'organisent tout ça. Mais là, je pense que pour l'instant, c'est comme l'année dernière, c'est au point mort sur ces infos-là, je pense. Voilà. Et on reste chez Disney, mais on va du côté des live action, puisqu'ils voudraient faire un live action Gaston. Voilà. Oui, non, il n'y a pas de film Disney Gaston. Gaston, c'est le méchant de La Belle et la Bête, mais ils voudraient faire un film, j'imagine, origin story, style Cruella, style Maléfique, comme ils ont fait un peu clairement à l'époque. Et bah, ce sera pas connecté aux anciens films, aux anciens live action. Et c'est Dave Callaham, voilà, qui écrit le script. Et j'ai vu le CV, le mec a un CV, un gros CV de ouais, un peu de Yes Man. Enfin, il a fait tous les Expandables, il a scénarisé les Expandables, les trucs comme ça, Mortal Kombat le dernier, Wonder Woman 84. Bon. Ah. Et d'ailleurs, c'est celui qui a scénarisé Godzilla, qui va scénariser Godzilla X Kong Supernova, le prochain, et Masters of the Universe qui arrive cette année. Donc bon, je pense pas que ce soit le meilleur scénariste, mais écoute, pourquoi pas, on verra. Et apparemment le ton sera à fond au niveau de la personnalité de Gaston, donc assez audacieux, assez fanfaronnant et tout ça. Est-ce que toi ça t'intéresse, Ista? Pas du tout. Non, pas spécialement, je t'avoue. Mais donc Luke Evans, il revient pas. Non, ça pas. Qui était le Gaston de. Donc ça n'a rien à voir. Et puis s'ils veulent faire un truc genre une origin story ou quoi, Luke Evans, il me semble un peu vieux là. Quand même, pour faire Gaston, ouais. Quand même, ça me semble un peu tard. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Après, au moins, c'est pas le copier-coller, mais ils l'ont déjà fait le copier-coller, c'est ça, avec La Belle et la Bête. Mais de toute façon, ils ont deux formules. Soit ils font le copier-coller exact, soit ils font l'origin story du méchant, quoi. C'est vraiment, ils ont deux idées, quoi. Et je crois que les films ils sont pas ouf non plus, donc bon. Bah Maléfique, c'était pas jamais été ouf les live action Disney. Ouais. Ouais. Donc voilà, j'ai pas vu le 2 moi, Maléfique, j'ai vu le 1, mais pas le 2. Bah moi non plus, mais ça me va très bien. J'ai pas vu Cruella. Et j'ai pas vu Cruella, mais je le verrai sûrement parce que c'est le réel de Supergirl, donc j'irai voir avant ça, mais bon. On va pas se mentir qu'on n'est pas les plus hypés par ce projet. Et on va parler du live action, bah justement Réponse, voilà, qui est censé arriver rapidement. Et bah il y a eu du casting, voilà, c'est Tegan Croft et Milo Manheim, voilà, qui vont jouer Réponse, et Flynn Rider, et c'est Catherine Hahn qui va jouer la méchante, la mère Gothel, voilà, et je crois que ça lui va plutôt bien, parce qu'elle a la même gueule, je crois que Catherine Hahn, elle a fait un peu vieille sorcière de toute façon, puisqu'elle a fait Agatha, donc. Ouais, c'est ça, j'allais dire, elle joue que des sorcières, l'actrice maintenant. Elle a fait Agatha, ça y est, quoi. Et ça t'intéresse? Bah, pas spécialement, parce que bon, comme je disais tout à l'heure, les live action, généralement, bah, c'est moins bien que le film d'animation, donc ça jamais, il y en a aucun qui a fait mieux, hein. Donc bon, c'est souvent
Ceux qui sont OK, bah c'est genre Dragon qui fait le copier-coller, mais à 100%, quoi. Donc bon, au final, tu te dis, bah pourquoi on me donne ça, en fait. S'il n'y a pas de plus-value, il n'y a rien, quoi. Ouais. Non, ça me chauffe pas spécialement. Je pense pas que toi non plus, aussi. Bah, live action Disney, non. c'est toujours Voilà. ça, quoi. Donc, bon. Voilà, on est corda sur les live action Disney, ça ne nous intéresse pas. Et on va parler de Marvel Ista et on va parler de Spider-Man Brand New Day. On a quelques infos dessus. Eh bien, Michael Giacchino, qui avait fait la musique de toute la trilogie de John Watts, revient pour Brand New Day, voilà. Donc pas de changement au niveau musical, ce sera à peu près la même chose. Enfin, on verra ce qu'il fait, parce que après Giacchino, il est doué quand même, je trouve plutôt bon. On a une news aussi que Rosario Dawson, voilà, qui jouait Claire Temple, notamment on l'a vu dans les séries Netflix, Daredevil, tout ça. À l'époque, eh bien elle reviendrait dans ce rôle-là dans Spider-Man Brand New Day. Et aussi une petite info que c'est que la MJ donc de Zendaya aurait un nouveau petit copain dans le film. Ouais, j'ai vu que ça s'avait fait parler sur Twitter parce que je crois qu'il y a Darren avec un petit copain de Mary Jane et je crois qu'il est pas aimé du tout dans les comics. Oui. Le petit copain, j'ai pas compris mais j'ai fait oh là. Oui, c'est Paul. Ouais, c'est ça. Oui, c'est le personnage qui s'appelle Paul dans les comics qui est insupportable et qui ouais. Ok. Bon bah on verra. Les fans le détestent. Ouais. Mais je vois bien du coup Zendaya avoir un vrai rôle dans le film. En fait, plus j'ai des infos sur Zendaya, plus je me dis oui, en fait, elle va avoir un vrai rôle. Je pense pas qu'elle va être juste là vite fait. Bon après peut-être que j'aurais tort, mais je pense que vraiment il va y avoir tout un truc où lui il va combattre son envie de revenir avec elle et tout. Mais moi je suis persuadé qu'à la fin du film elle va retrouver la mémoire et qu'ils vont rester ensemble. Je le vois, je le sais. Je peux te le dire, je suis quasiment certain. Voilà. Après Michael Giacchino qui revient. Écoute, pourquoi pas. Après, bon, je suis pas fan de son travail sur les derniers Spider-Man parce que j'ai l'impression qu'il se repose un petit peu sur ses lauriers. Mais après, en même temps, Michael Giacchino, il fait parfois 3-4 BO par an. Donc voilà, c'est assez inégal. Voilà, des fois, c'est comme Hans Zimmer. Voilà, c'est assez inégal parfois. Mais bon, écoute, pourquoi pas. Et Rosario Dawson, là, c'est un peu surprenant parce que Rosario Dawson, tu te dis pas c'est le personnage de l'univers de Daredevil en série qui va revenir dans Spider-Man, tu te dis pas forcément ça. Mais j'imagine qu'il y aura peut-être des interactions avec Frank Castle, même si je crois pas que dans l'univers de Daredevil, ils ont vraiment eu beaucoup d'interactions, je crois pas. J'en sais rien. Ou alors peut-être que Daredevil est là. Je t'avoue. Peut-être que Daredevil sera dans le film, j'en sais rien. Peut-être qu'il nous le cache, Ouais, c'est possible, C'est possible qu'il nous le cache et qu'on ne sait pas, mais... Parce que là, je me dis, pourquoi faire revenir ce perso-là? Genre, c'est pas forcément le... Il est déjà apparu, en vrai, dans un Spider-Man, Matt Murdock. Oui, mais je veux dire, Rosario Dawson, pourquoi faire revenir ce personnage-là? Tu vois, je me dis, bon, c'est un peu spécial. Mais je me dis, je sais pas. À part Punisher, quoi, ouais, je vois. Non, mais t'as l'impression que t'as déjà 2 personnages de l'univers Daredevil, mais t'as pas Daredevil dans Spider-Man Brand New Day. Oui, c'est ça. Écoute, il y a moyen qu'il apparaisse à la fin ou un truc, c'est possible, franchement. Mais d'ailleurs, l'acteur de Zendaya, dont tu parlais tout à l'heure, on sait qui c'est qui va faire le nouveau petit copain, c'est l'acteur de Ezra dans Ahsoka. Oui, ok. Voilà. Mais je sais plus son nom, mais voilà. Autre info, c'est que, voilà, par rapport à Sony, eh bien, le Spider-Woman, voilà, qui était censé être réalisé par Olivia Wilde, ne serait plus du tout en développement. Donc, ça montre que le fameux, je crois qu'on appelait ça le SPUMC ou un truc comme ça, le SMUC, ou je sais plus, mais c'était le Sony Marvel Characters, quelque chose, un truc complètement alambiqué. Leur univers partagé, là, avec tous les méchants, Venom, Kraven et tout, est complètement annulé, il a arrêté. Voilà. Et maintenant, Sony serait maintenant plus ouvert à partager les personnages de Spider-Man avec Marvel Studios, et Marvel Studios aussi dans ce cas-là aurait des grands plans pour le symbiote de Venom dans la trilogie qui arrive là de Tom Holland. Alors moi j'ai appris une chose déjà, j'ai appris qu'un film Spider-Woman est en développement avec Olivia Wilde. Ah oui. T'es pas courant, ça fait longtemps qu'on mais sait. Je crois que ça fait tellement d'années que le truc est perdu dans les bas-fonds que tu sais même plus que ça existe, toi, tellement il y a de projets Sony qui ont été annulés. Écoute, de toute façon, c'était qu'une question de temps et je pense que ça fait un moment que le projet il est annulé un petit peu en interne. Je pense que c'est pas une surprise pour personne. Maintenant, le fait que Sony voudrait partager plus leurs personnages à Marvel Studios et pour le Spider-Man du MCU, ça me semble logique vu que, on va pas te mentir, les plans du Venomverse et le fait d'adapter des méchants de l'univers de Spider-Man est un peu tombé à l'eau. Et donc, dans cette logique-là, voilà, il y a plein de méchants de Spider-Man qui méritent d'être adaptés et dans le MCU ou quoi, ils ont été un petit peu bloqués, quoi, avec certains personnages, malheureusement, dans le MCU. Là, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et écoute, ouais, le symbiote dans la nouvelle trilogie, là, de Tom Holland et tout, oui, c'est ce qu'on demande, quoi, le symbiote. Mais je trouve ça bizarre. Je me dis, mais
On n'a pas d'infos du coup sur si le symbiote sera bien dans Brand New Day ou quoi. Je me dis ça serait quand même le bon moment pour amorcer le symbiote, un Spider-Man noir et tout ça là, le côté un petit peu plus sombre. Moi je serais très chaud quoi. Même si je pense pas que c'est ça qu'on aura dans le film, puisque le film m'a l'air quand même hyper stack avec plein d'autres trucs. Il a l'air d'avoir plein d'autres trucs. En parlant de ça, j'ai une théorie là dans ma tête parce que il me semble que dans les comics Secret Wars, Spider-Man a le costume noir. C'est là où je le chope. Il y a Avengers Secret Wars l'année prochaine, et tu vois, la news, elle dit qu'ils sont ouverts pour partager avec Marvel Studios, mais pas forcément que pour les films Spider-Man. Ils pourraient partager leur personnage pour des films Avengers aussi. Après, il y a moyen que peut-être à la fin du film, il ait le costume noir et qu'on le voit dans Secret Wars avec le costume noir ou un truc comme ça. Aussi, ouais. Il y a moyen d'avoir un truc comme ça, je pense. Mais les films sortent avant Doomsday, pas avant Secret Wars. Oui, mais après, Spider-Man, il est pas annoncé sur Doomsday pour l'instant. Non, bah, il sera pas dedans. Oui, mais pourquoi il est pas dedans? Oh bah, je sais pas, demande au Rousseau, je me pose des questions. Non, mais je dis, il y a moyen qu'il ait à la fin du film le costume noir et qu'il le garde pour aller affronter, je sais pas quoi, Doom ou je sais pas quoi. Ouais. J'en sais rien. Ça peut arriver, mais c'est juste que là, bah, de ce qu'on voit et tout de ce qu'on entend, j'ai pas l'impression qu'on se dirige vers ça. Mais peut-être t'as raison. Ce sont que des théories pour l'instant. Et on a des infos sur Daredevil, Born Again, la saison 2. Ouais, alors ça dit que la présence de Jessica Jones dans la saison 2 serait comparable à celle du Punisher dans la saison 1. Donc on la verra pas beaucoup, parce que le Punisher on le voit pas beaucoup dans la saison de Born Again. Ouais, non. On le voit 2 fois, je crois. Ça dit que la saison 2 comporte de nombreux thèmes lourds avec beaucoup de moments sombres et d'événements tragiques. Daredevil est un révolutionnaire dans cette saison. Charlie Cox explique: on a l'impression qu'au moindre faux pas, les êtres chers disparaissent. Vous êtes arrêtés, emmenés et il n'y a aucun échappatoire. C'est un monde très claustrophobique. Il dit que Deborah Ann Wall, donc qui joue Karen Page, aura un rôle plus important. C'est le meilleur rôle que Karen ait jamais eu. Eldon Henson, donc qui joue Foggy, sera bien de retour. Et concernant le Punisher, son téléfilm special qui sortira sur Disney+, est directement lié à l'époque et au contexte dans lequel se déroule la saison 2 de Daredevil Born Again. Et l'équipe serait déjà bien avancée sur le développement de la saison 3. D'ailleurs, je crois qu'ils ont même, ils vont pas tarder à tourner, je crois. J'ai vu je suis des gens de l'équipe sur Instagram et ils vont pas tarder à commencer le tournage de la saison 3 déjà. Ouais, bah eux ils tournent chaque année, voilà, c'est déjà réglé. Des trucs qui rassurent un peu quand même pour le coup, le fait que Deborah Ann Wall, Karen, Foggy soient vraiment impliqués et que Karen ait un vrai rôle, parce que c'est vrai que dans la saison d'avant, Karen elle venait 1 minute par épisode faire hey coucou et puis elle repartait et tout, ce qui était un peu décevant, alors que Karen c'est un personnage qui était central dans Daredevil, et Foggy aussi d'ailleurs, mais après Foggy techniquement il est mort, bon. Ça se trouve, il va revenir, voilà, je sais pas comment ils vont faire, soit des flashbacks, soit ils vont vraiment le faire revenir, pour le coup. Et moi, je l'attends pas mal, J'étais un peu déçu par la saison 1, mais là, la saison 2, vu qu'ils ont le contrôle créatif et tout, j'ai vraiment envie de retrouver la vibe Daredevil d'antan, donc je serais plutôt chaud. Maintenant, j'ai l'impression que le Punisher, il va avoir une sacrée année, puisque si les événements de Daredevil saison 2, la Born Again saison 2, ça mène entre guillemets au special de Punisher, qui devrait sortir, je pense, juste avant, peut-être Spider-Man Brand New Day. Donc je pense que ça va lier après, tout va être lié après jusqu'à Spider-Man Brand New Day. Donc je pense que il y a un potentiel marketing de lier tout, en fait, tous les projets de Marvel qui se suivent, quoi, et je trouve que ça va plutôt prendre, je pense. Mais moi, ce que j'avais attendu, c'est que le Punisher serait pas du tout dans la saison 2 de Daredevil Born Again. Mais tu vois, ce qui se passe, oui, mais c'est ça. Je pense, se passe en parallèle. Tu vois, en tout cas, ils disent que ça va mener à ça, donc je sais pas, il y a peut-être un contexte, je sais pas, un truc de guerre civile, j'en sais rien, et ça va sûrement mener à ça, et qui va mener peut-être après à, j'imagine bien que le special de Punisher va mener à Spider-Man Brand New Day. Ça me semble logique, quoi. Ouais. Donc voilà, et pour continuer dans ce fameux univers Street Level Marvel, eh bien un nouveau projet sur Jessica Jones serait en production chez Marvel Studios. Là, c'est à voir, est-ce qu'ils vont faire une série à la Daredevil ou est-ce que ce sera un special? Ah, c'est vrai, j'y ai même pas pensé, mais... parce que ça peut être comme le Punisher, il va avoir un special ou quoi, donc on verra comment ça va se passer, parce que j'imagine bien qu'ils vont faire, je sais pas, je les vois bien garder Daredevil Born Again, ou lequel ils amènent des persos, Punisher, Jessica Jones, peut-être Luke Cage après plus tard, etc., et qu'ils ont leur special ou quoi, parce que je sais pas s'ils vont tenter de refaire d'autres séries, etc., d'étendre encore l'univers de Daredevil, jusqu'à l'étouffement. Ah oui. Tu vois, je les vois bien juste garder Daredevil Born Again comme socle, quoi. Ouais, c'est pas bête, et oui, par rapport à Luke Cage, Matt Coulter a dit qu'il a eu des discussions, donc il y a de grandes chances qu'il revienne, je pense. Peut-être on le verra de cette saison 2 d'ailleurs, qui sort bientôt, dans 2 mois. Voilà, et ouais, mais il manque plus que le point d'acier, hein. Il manque que Iron Fist, hein. Écoute. Ouais, voilà. Ouais. Bon, écoute, on verra, hein. On n'est pas pressé pour celui-là.
Et enfin, ma saga préférée, terminée. La saga préférée du podcast, Ista, est terminée. Donc voilà, je suis un petit peu triste. Ah ouais, merde. Voilà, la rumeur qui, je pense, n'est même plus une rumeur, je pense que c'est clair et net, hein, mais Blade serait annulé, voilà, par Marvel Studios. Ah là là, donc voilà, plus de news Blade à dire que c'est repoussé, plus de news Blade à dire qu'ils ont changé de scénariste pour la 70e fois. Voilà, c'est un deuil national, mes amis. Mais voilà, Marvel voudrait basculer directement sur un film Midnight Suns, donc dans lequel Blade ferait partie, j'imagine, mais avec du coup plusieurs héros, et du coup ce serait pas un film Blade, ce serait un film Midnight Suns, donc avec un film d'équipe, quoi, tout simplement. Et nous, de toute façon, on en avait parlé, qu'on s'en doutait pas mal, hein. En vrai, Ista, on a déjà dit plusieurs fois que le film Blade, il était dur à avoir, et qu'il voulait d'ailleurs se diriger beaucoup plus sur les films de groupe, d'équipe, etc. Voilà, Midnight Suns, ça va être fait. Est-ce que c'est dommage? Un peu. Enfin, moi, j'aurais bien aimé voir le Blade R-rated et tout, mais je pense que le Blade R-rated, il était pas du tout aligné avec ce que voulait faire Kevin Feige, et je pense même le MCU. Donc, je pense que c'était impossible pour le film de se faire dans de telles conditions. En fait, je pense que c'était mort. Et du coup, bon, voilà, ils ont basculé avec Midnight Suns. Même si je pense qu'il y avait un truc à faire avec Blade, même le film d'époque de vampire, etc. Je pense que ça a pu être bien. Maintenant, voilà, on va avoir Midnight Suns, et je pense que voilà, il y aura pas de sang, ce sera PG. Je pense que voilà, là, ils vont se calmer beaucoup plus sur ces trucs-là. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent faire Midnight Suns, parce que je pense que faire juste un film Blade, genre sans sang, sans violence, etc., je pense que c'était dur à gérer ça. Je pense que ça allait un peu à l'encontre de ce qu'était le personnage. Du coup, ils se sont dit, c'est pas possible, on peut pas faire ce film-là, et on va basculer sur Midnight Suns, où là, je pense qu'il peut y avoir un truc plus fun, moins violent, premier degré, quoi, je pense. Ah, peut-être, ouais. Après, je pense que c'est la bonne décision d'aller sur des projets d'équipe, parce qu'il y a tellement de personnages maintenant dans l'MCU que quand tu fais des films solo, en fait, t'es obligé de ramener. Je sais pas, moi, je me dis, t'as toujours cette pensée en mode, ouais, mais pourquoi lui, il est pas venu alors que lui, il est dans la merde et tout. Après, l'idée d'avoir un film d'époque et tout, ça aurait plus un peu réglé le truc. Oui, ça, quoi. C'était bien. Ouais, mais bon, il y a eu Sinners maintenant. C'est aussi ça le problème. Moi, je suis pas contre Midnight Sun. Voilà, en plus, vu le line-up est très cool. S'ils mettent le Ghost Rider et ces trucs comme ça, Moon Knight et tout, ça peut me plaire. Voilà, j'aime bien le côté fantastique. Et j'aimerais en voir plus parce qu'on en a pas beaucoup, en vrai, dans le MCU, de cet univers-là de Marvel. Donc, moi, je suis quand même... s'ils annoncent un film Midnight Sun, je suis quand même content, quoi. Et voilà pour les longues infos Disney. On va aller du côté du concurrent Warner, HBO. Et là, on a eu des infos tout le mois, voilà. Et on va en parler. Alors, Brainiac, voilà, qui est le méchant du film, a été casté. Et c'est Lars Edinger, voilà, qui a été casté, qui est un acteur allemand. Et c'est marrant parce que depuis qu'il a été annoncé, je le croise partout, cet acteur, alors que j'ai l'impression que je l'avais vu. Ouais, c'est vrai, mais je te jure, c'est un truc de fou à chaque fois. Je fais putain, mais attends, il est dans ce film-là et tout. Et c'est un acteur allemand que j'ai croisé. Après, je vais pas mentir, hein, c'est pas un acteur que j'ai vraiment remarqué. Maintenant, il a une tête un peu de méchant, voilà, faut le dire. Je sais pas si c'est parce qu'il est allemand. Je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça a fait un peu parler parce que les gens étaient en mode, est-ce que ça serait Matt Smith? Est-ce que ça serait je sais pas qui? Et apparemment, ça, c'était un peu des rumeurs qui étaient pas forcément fondées, tout ça. Mais du coup, c'est Lars Edinger et écoute, pourquoi pas, Istin? Bah oui, carrément. Moi, je le connaissais pas et vraiment, mais en fait, j'ai vu, on va parler après d'une storyline donc qui s'appelle Panic in the Sky et le Brainiac, la tête qu'il a, fait penser un peu à un Allemand, voilà, de l'époque. Et ouais, bah peut-être que dans l'idée c'est ça quoi. Mais moi j'aime bien le fait qu'il les casse des gens que je connais pas trop pour voir autre chose. Voilà, voilà quoi. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il casse des gens peut-être qu'on connaît pas trop, mais surtout pour jouer un mec qui va être méconnaissable, puisqu'il va être tout vert et puis qui va être. Oui, en plus. Je veux dire, c'est prendre un acteur connu pour jouer un personnage dont on reconnaît pas la tête, c'est pas forcément nécessaire, quoi. Ouais, mais tu vois, Marvel, quand il prend Josh Brolin pour Thanos, c'est quand même un mec assez connu, quoi. Oui, non, mais c'est vrai. Donc, c'est pas déconnant non plus, quoi. Moi, j'aime bien, là, tu vois, même sur le Superman, les acteurs qui sont dessus, même sur là, qui sont pour l'instant castés dans le DCU, c'est pas des gros acteurs, en fait. Oui, non, mais de toute façon, voilà. James Gunn, lui, il est pas du tout là-dedans. Mais, enfin, tu vois, Thanos, que ce soit Josh Brolin ou pas, franchement, ça change pas grand-chose. On va se mentir, c'est pas comme si ils auraient pu prendre un autre bon acteur qui est pas très connu. Ça a pas changé grand-chose, on le reconnaît pas forcément et tout. Donc bon, voilà. Et là, c'est un peu la même chose, quoi. Ensuite, il y avait des rumeurs sur le casting d'un personnage féminin fort, etc. Il y a beaucoup de gens qui spéculaient que ce serait Wonder Woman, et bah non, c'est pas Wonder Woman, c'est un personnage qui s'appelle Maxima, voilà, qui va être introduit dans Man of Tomorrow. Et bah, c'est un personnage qui a été associé à Brainiac dans certaines runs, c'est ça, Panic in the Sky, toi qui as plus d'infos.
Oui, c'est un comics là où en gros Brainiac attaque la Terre avec l'aide de Maxima, et Maxima l'aide au début, puis après dans le comics elle se retourne contre Brainiac, elle se met du côté des héros et voilà, et gagne la bataille quoi. Donc voilà, c'est un personnage comme ça quoi. C'est marrant parce que tout le monde avait des idées mais en fait personne n'avait capté en fait. À chaque fois James Gunn il nous prend à revers, c'est avec Warworld, on s'y attendait pas, après Brainiac, puis après le fait que Lex Luthor et Superman vont être alliés et tout. À chaque fois il sort un truc, on fait ah putain c'est ça, et là là on pensait tous que c'était possiblement Wonder Woman ou je sais plus c'était qui, Big Barda aussi, un truc comme ça là. Big Barda ouais. Voilà. Et en fait pas du tout. Et Maxima, moi je l'ai déjà croisé dans la série animée, c'est une guerrière forte qui a tout un peuple etc, et qui cherche un égal quoi, un mec aussi fort qu'elle pour l'épouser etc, et bon ça tombe sur Superman et elle tombe un petit peu amoureuse de lui et elle veut un peu le forcer. Elle lui dit soit tu sors avec moi, soit je te tabasse la tête. Donc je sais pas, je pense pas que ça va être la même chose là, mais voilà. Et on a appris qui serait le directeur de la photo de Man of Tomorrow, et c'est Sam McCurdy qui a déjà travaillé avec James Gunn sur Peacemaker. Et c'est plus du tout l'ancien directeur photo qui était avec lui depuis Les Gardiens 2, je crois, parce qu'il avait fait Les Gardiens 2, Le Gardien 3, Suicide Squad, pardon, et Superman. Et bon, là, ce serait Sam McCurdy, donc qui a travaillé sur pas mal d'épisodes de séries télé. Donc, on a dit Peacemaker, mais aussi Shogun, Game of Thrones, et il a un long CV. Je suis pas sûr que ça me plaise forcément. Après, du coup, il change de directeur photo, je pense, pour avoir un autre aspect à son film. Maintenant, c'est un directeur photo de série télé. Moi, je sais pas trop. Voilà, il a l'habitude, il s'adapte bien, hein. Mais je sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Je sais pas. Voilà, ça me déhype pas, hein. Je me dis peut-être qu'il pourra faire un bon taf, mais je t'avoue que j'ai vu son CV et tout. Il y a à boire et à manger, quoi. Donc comme souvent, mais après. Shogun et Game of Thrones, il n'y a plus dégueu quand même. Enfin, ça va. Oui, ça va, mais en fait, le truc, c'est que il arrive sur Game of Thrones, je crois qu'il a fait que quelques épisodes sur Game of Thrones et il suit un canon, tu vois, c'est pas comme si c'était lui qui avait une vraie vision de la photographie dessus, quoi. Et bon, après Shogun, je crois qu'il est sur pas mal d'épisodes là quand même, donc voilà. À voir, écoute, je dis pas qu'il est mauvais, mais je dis que je sais pas, ça me hype pas en tout cas moi forcément, tu vois, cette info là quoi. Moi, je suis quand même content que ça change, parce que Superman, j'aime bien le film, mais des fois, je sais pas, je suis un peu en mode, je sais pas. Il y a des relents de The Flash un peu des fois, des moments, parce que c'est aussi Henry Jackman a fait The Flash aussi. Voilà, il a fait Superman et des fois, il y avait des trucs où ça me faisait penser un peu à ça. Donc qui change d'esthétique un peu, James Gunn, c'est pas pour me déplaire non plus. Ouais, après pourquoi pas de changer, hein. Moi je suis pas contre, mais bon le mec me hype pas quoi. Je suis pas hypé quoi. Ensuite, on a le spin-off sur Jimmy Olsen, voilà, qui serait reporter, etc., dont on a parlé plusieurs fois. Et ça devrait commencer sa production, donc son tournage après Man of Tomorrow, donc fin printemps, début été. Donc je pense que ça va un peu se chevaucher comme Peacemaker saison 2 c'est un peu chevauché avec Superman. Et ils sont à la recherche de scénaristes, voilà, pour finir les scripts qui sont pas encore finis, etc. Et je pense que ça va être vraiment dans la lignée ça va sortir peut-être juste après Man of Tomorrow, je pense, ou un peu dans ces eaux-là. Je pense que ça va faire ça. Je pense qu'ils vont faire comme Peacemaker, ça va sortir l'été juste après le spin-off de Jimmy Olsen. Et écoute, pourquoi pas. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de pattern qui est en train de se dessiner en mode ils vont sortir un blockbuster à chaque fois vers juin-juillet, et puis après ils sortent une série en août, parce que là il y a moyen que Lanterne ça fasse ça. Cette série-là, ça pourrait faire ça. En plus, ce serait très lié là, Olsen a forcément Superman, donc Man of Tomorrow. Donc écoute, ça va aller vite au final ce truc-là. Ouais, ça va aller très vite. Après, ils l'ont annoncé dès que Superman un peu, genre un mois après que Superman soit sorti et tout, c'était déjà dans les cartons, dans les rumeurs, etc. Et puis après, voilà, ça allait très vite, je pense, hein. Après, l'idée, je suis encore perplexe, je ne sais pas. Voilà, j'ai besoin de voir un peu la gueule que ça aura, qu'est-ce qu'ils vont faire et tout. Ça peut être une bonne idée, moi j'ai l'impression que ça peut marcher, comme ça peut être ça peut être nul, quoi. Donc j'attends de voir, quoi. Mais il y a déjà eu une série un peu comme ça qui s'appelait Powerless, je crois. Oh ouais, c'était une rédaction, un truc comme ça. Mais ça, c'était horrible. Non, mais oui, mais d'accord. Mais c'était pas bien, je crois. C'était une série CW ou un truc comme ça, CW ou je sais pas quoi. Non, c'était pas CW. C'était pas CW. Non, mais tu as compris que c'est le même genre. T'as compris que c'est la même chose. Et après, là, pour le coup, par contre, ça, pour le coup, c'est pas mal, c'est qu'ils ont l'air d'avoir des scénaristes qui sont plutôt pas mal, quoi. En tout cas, qui ont fait des trucs qui ont été assez loués, donc, écoute, on verra, hein. Parlons un peu du meilleur super-héros de tous les temps, Batman. Voilà, on a eu beaucoup d'infos sur The Batman partie 2. Voilà, on avait appris que Scarlett Johansson jouait Gilda Dent.
et bah elle a besoin de son Harvey Dent, et son Harvey Dent, et bah il est dans le MCU aussi. C'est Sebastian Stan, voilà, qui va jouer Harvey Dent. Donc voilà, ce serait le couple Scarlett Johansson, Sebastian Stan, et il y a aussi le rôle du père d'Harvey Dent qui serait apparemment important, et il y a d'ailleurs Brad Pitt qui a eu le rôle qui lui a été offert, il a décliné apparemment, et Barry Keoghan est aussi attendu pour revenir en tant que Joker dans Batman partie 2, donc j'ai l'impression que ça se dessine. Bon, il y a Harvey Dent, il y a le Joker, ça fait penser à The Dark Knight, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà, ça devrait adapter à peu près un lot Halloween ou quoi. Même si je pense que Harvey Dent, il y a moyen qu'il se transforme pas forcément dans ce film-là. Ista, je sais pas, je sens, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Ah, tu penses? Ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il le tease et que potentiellement ce serait peut-être dans la partie 3 où ce serait le méchant. Que là, ce serait peut-être plus Gilda Dent. Je ne sais pas. Voilà, je me pose des questions sur le script. Mais en tout cas, on a du beau monde. Contrairement à James Gunn, alors lui qui est pas forcément à caster des gros acteurs ou quoi, lui, par contre, Matt Reeves, il se fait pas chier. Hein. Lui, il a pris des gens connus. Ouais, effectivement. Après, tu dis ça ressemble à The Dark Knight. Bah, c'est normal parce que The Dark Knight, bah, ça adapte librement Allo Halloween, et là on a l'air de partir sur une nouvelle adaptation de Allo Halloween, qui est un des meilleurs comics Batman, hein, pour moi c'est peut-être le meilleur même. Donc voilà, Sebastian Stan en Harvey Dent, je pense que ça le fait de fou en vrai. J'ai vu des photos de lui en smoking et tout, j'étais en mode ouais, ça marche. Ouais, non mais j'ai hâte de voir. Et puis bon, c'est dommage qu'il n'y a pas Catwoman. Sur le coup, Catwoman ne serait pas dans ce film-là, Zoe Kravitz. Bon, mais écoute, par contre, on a l'air de partir sur une vraie adaptation de Allo Halloween, et pourquoi pas avec le ton plus détective et tout de Matt Reeves qui fait avec son Batman. Moi, j'ai hâte de voir. Ça fait longtemps qu'on attend ce film-là. Ça avance enfin, ça va être tourné. Ça y est, on y vient. Donc, on est content. Voilà, le méchant, on sait qui c'est. Ça parlait beaucoup de Mr. Freeze. Au final, c'est Double Face, mais bon. Double Face, en vrai. Je vous avais dit, vous avez dit, ça va partir en fantastique, nanani, nanana. Non, allez hop. Voilà, je savais. Non, on parlait de la cour. Bah, moi, je pensais que ce serait peut-être la cour des hiboux, tu vois, à l'époque. C'est possible. Ou Hush aussi, on pensait à Hush à silence. Ouais, Hush, ouais. Je voulais dire un truc, je sais. Oui, tu disais que de Double Face vis-à-vis de Dark Knight. Ah oui, Double Face, oui, bah, par exemple, tu vois, dans The Dark Knight, bah, en fait, on le voit pas enfin, on voit Harvey Dent. Mais une fois qu'il est en méchant, bah, ça arrive tard, j'ai l'impression. Et en fait, on le voit pas tellement faire des trucs de méchant. Enfin, de ce que je me souviens. Ouais. Quand même, mais, quand même, il fait des trucs à la fin. Oui, mais à toute fin, oui. Non, mais après, c'est pas le méchant principal du film, oui. Voilà, c'est pas le méchant principal du film. Là où la dernière fois, c'était peut-être le Batman Forever. Mais bon, voilà la gueule du Double Face, quoi. Donc, ouais, moi, je suis content d'avoir une nouvelle adaptation de Double Face. Moi, Double Face, c'est un méchant que j'adore. Hein. C'est un des meilleurs méchants pour moi de Batman. Et s'il est bien fait, ça peut être très bien. Tu vois. Après, moi, je trouve que dans The Dark Knight, il exploite vraiment vraiment le moment, le bon truc avec Harvey Dent. Et surtout, je trouve que thématiquement, le prendre d'Harvey Dent, l'avocat, etc., ça marche super bien, en fait, dans le film. Mais après, effectivement, tu peux le reprendre Double Face pour être le méchant principal de ton film. Je pense que tu peux faire un truc très bien aussi, et qui va pas être, j'espère, redondant. Et même, ça se trouve, ça va être l'inverse, en fait. Finalement, le Joker va être le méchant secondaire de ce film-là. Et ouais, j'ai l'impression. Même si, j'espère qu'ils vont faire ça, que le Joker, ils vont faire un peu l'idée qu'ils avaient, que c'est une relation un petit peu Hannibal Lecter avec, où le mec, il lui parler juste pour avoir des infos, etc. Je pense que ça peut être vraiment pas mal, ça, ce truc-là, pour avoir une relation avec le Joker qui est un peu différente, enfin, qui est similaire, mais qui est pas du tout la même, tu vois. Donc, je pense que ça peut être pas mal, quoi. Ouais, mais je le vois bien faire après le Joker pour le final. Au final, il fait une trilogie et ce serait le troisième, et puis voilà. Possible. On pourrait faire un truc comme ça. Grave possible. Et enfin, on va parler de Brave and the Bold. Voilà, Brave and the Bold qui apparemment, qui voudrait shooter en 2027, donc l'année prochaine, pour une sortie sûrement 2028. Donc voilà, puisque James Gunn, il a dit qu'il voudrait pas que 2 films Batman sortent la même année, ce qui est compréhensible, hein, voilà, clairement. Et il y aurait des nouveaux scénaristes attachés, et apparemment, c'est Christina Hodson, voilà, qui est celle qui a écrit Bumblebee, Birds of Prey, The Flash, voilà, qui va écrire le script de Batman de Brave and the Bold, même si je crois que possiblement James Gunn est aussi un peu impliqué, etc. là-dedans. Ouais. Alors Ista, je vais commencer, voilà. Moi, pour l'instant, James Gunn, il me déçoit pas, d'accord. Même les projets qui arrivent et tout, même là, tu vois, Jimmy Olsen, j'ai fait un peu le mec un peu perplexe et tout. Ouais, je suis chaud. Je suis chaud quand même à voir, parce que voilà, il m'a pas déçu. Là, Lanterns, il y a quand même des gens plutôt derrière. Tu vois, le projet est bizarre, mais les gens derrière, ça m'intéresse. Enfin, pour l'instant, ça va, quoi. Pour l'instant, ça va. Il y a James Mangold plus tard. Il y a un truc où j'étais un peu pas très chaud, c'était Brave and the Bold. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a Andy Muschietti qui est dessus. Moi, Andy Muschietti, je suis pas du tout fan. Et là, on me dit, il y a sa scénariste.
enfin il y a une de ses scénaristes, Christina Hodson, qui a fait The Flash et tout. Là ça va pas. là ça va pas du tout. Tout ce qui est qui se rapporte à ce projet me fait peur. C'est vraiment, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'ils arrivent pas déjà à écrire ce script là, et puis en même temps tu vois les personnages impliqués. Moi franchement ça me fait un peu peur, surtout que c'est Batman là c'est du sérieux. Là c'est la première fois où je suis un peu dans l'approche de James Gunn. Là je suis un peu en mode là c'est chaud là quand même. Et toi Ista, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je mets un peu de l'eau dans mon vin quand même, parce que bon, je trouve les gens sont un peu violents là, donc ça me fait un peu, j'ai envie un peu de le défendre, mais bon, parce que bon, oui, Muschietti, Flash, moi c'est horrible, hein. C'est un film que j'ai détesté et tout, mais Flash, je veux dire, il y a 50 scénaristes qui sont passés dessus, je veux dire, t'as l'impression que t'as 3 films dans le film, donc je sais pas si on peut vraiment, voilà, juger Christina Hodson sur ce film-là. Après, Bumblebee, je trouve ça sympa, Birds of Prey, je trouve ça sympa, mais c'est pas des films incroyables non plus, donc oui, c'est pas, voilà, elle a pas un CV incroyable, on est d'accord. Et puis elle a scénarisé Batgirl, qui n'a jamais vu le jour aussi. Oui, et qu'en plus ils ont dit que Zaslav avait dit que c'était de la merde, donc oui, bon après il a dit que c'était de la merde, mais la sortie de Flash au ciné, enfin je veux dire peut-être que c'est de la merde, mais je pense pas que c'est plus de la merde que beaucoup des trucs qu'ils ont sortis d'ici, enfin bref, en tout cas voilà, bref. Et Muschietti sur l'iconisation notamment de Pennywise dans Derry, il a quand même réussi, tu vois. Et je me dis, bah, peut-être si ce Muschietti-là, il fait ça sur Batman, ça peut être cool quand même. Donc, je sais pas, moi, je me dis, il y a moyen d'avoir un Redemption Arc, tu vois. En fait, le Redemption Arc, ah non, bah, en fait, c'est bien, tu vois. Et genre, tout le monde lui crache dessus, puis quand ça sort, se dit, ah, mais en fait, c'est vachement bien. J'aimerais bien un peu que ça se passe comme ça. Mais bon, après, écoute, ça sera différent de ceux de Matt Reeves. Je pense qu'il essaie d'être différent. Par contre, je suis d'accord avec toi que, ouais, ils ont l'air de galérer dessus. Ils ont l'air de galérer depuis un moment dessus. C'est un projet qui est annoncé en 2023, quand il a fait toutes les annonces. Et il est toujours pas là. On n'a toujours pas de casting pour Batman, pour Robin et tout. Donc, ouais, et puis je crois que ça avait été dit à un moment, je crois qu'elle devait le faire, qu'elle était au final partie sur Fast and Furious 10 partie 2. Oh mais qu'au final, ça se fait pas. Les projets, mon gars. Ouais, ça, j'avoue, les projets pas ouf. Et donc au final, voilà. Mais c'est vrai que ça avait été dit que James Gunn serait très impliqué sur le scénar et tout. Après, tu vois, s'il fait toujours sa stratégie là de, ouais, on fait le film une fois que le script est bien, bah peut-être. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais en fait, c'est juste les gens qui sont impliqués, moi, me hype pas, quoi. Vraiment. Et moi, on dit Muschietti, je suis vraiment, tu vois, encore si je me dis, bon, allez, il y a un scénariste un peu fonctionnel, mais le réalisateur, il est bien et tout. Ou l'inverse, tu vois, il y a un bon script et peut-être le réalisateur il est un peu, voilà, c'est pas le meilleur, quoi, pourquoi pas, tu vois, par exemple Clayface, le réalisateur, je suis pas le plus grand fan, il a fait un film que j'aime bien, mais les autres films, voilà, je trouve ça un peu, voilà, mais le script de Mike Flanagan, l'histoire et tout, je me dis, ah, peut-être ça peut bien se passer. Là, franchement, le script qui a du mal à se faire, la scénariste, le réal, là, ça sent mauvais. Et surtout, enfin, je suis désolé, hein, là, je passe de Matt Reeves à ça, là. je passe de Batman à ça, là. Voilà, désolé, mais là j'ai chaud, quoi. Ah, c'est ça qui va être chaud aussi pour. On verra. Écoute, on verra comment c'est fait. Hein. Après, moi, je suis pour qu'ils soient totalement différents des autres Batman et surtout de Batman parce que t'as pas envie que les gens fassent la comparaison et puis de toute façon, il faut quelque chose de différent. Au bout d'un moment, il y a 70 000 Batman, enfin, il y a 7, je sais pas combien de Batman qui ont été faits en live action. Il faut que tu te différencies. Mais voilà, quoi. Je suis pas confiant. Enfin, bref, on va pas tergiverser 50 000 ans. Je suis pas hypé. Et on continue dans le DCU parce que voilà, le film Teen Titan et Sergent Rock sont tous les deux même en pause. En tout cas pour le moment, voilà, Teen Titan aurait des problèmes conceptuels et Sergent Rock, voilà, n'a plus de réalisateur. Hein, voilà, on le savait. Et donc ils ont pas changé pour l'instant. Il y a plus rien dessus. Voilà, ces films-là ils sont en pause. Il y a plus personne dessus. Et je pense que même Anna Nogueira qui faisait le script de Teen Titan, au final, elle est sur Wonder Woman. Donc voilà, ça s'est mis complètement en pause, quoi. Bah, pas étonnant, je pense qu'ils veulent se concentrer sur les plus gros héros. Voilà, Teen Titans, ça me paraît un peu tôt, même si Anna Nogueira elle avait l'air chaude et tout pour faire le film. Donc je pense que c'est ça les problèmes conceptuels. Je pense que c'est juste Anna Nogueira qui est partie du script pour l'instant et pour faire autre chose. Et après, je pense qu'il y a moyen qu'ils retournent dessus un peu plus tard et tout. Et Sergent Rock, c'est pareil, hein, je pense qu'ils ont un peu peur de lancer le projet et tout. Même si je crois qu'ils aiment bien le script, ils ont vraiment envie de le faire et tout, mais je pense que comme la dernière fois là, c'était un peu en mode avec James Gunn et tout, en mode je crois que la direction lui a dit on peut pas trop lancer le projet, on sait pas trop si ça va marcher tout ton projet sur un personnage que personne connaît, donc ouais, je sais pas comment ça va se passer.
Ouais. Et autre projet, voilà, on savait pas, mais voilà, il y a une série d'animation Mister Miracle qui avait été annoncée, je crois, l'année dernière. Eh bien, la série d'animation fera partie du TCU. Et je crois même que Tom King, il me semble que c'est lui, il a dit que ça allait avoir comment on dit, des implications, en tout cas, ça va toucher le DCU, quoi, l'univers en lui-même, ce qui va se passer dans le show, quoi. Moi je suis plutôt chaud de voir un série animée là-dessus. Pourquoi pas? Écoute, si j'espère que l'animation sera à la hauteur, j'espère qu'ils vont avoir une patine un petit peu différente, ou je sais pas, ils vont essayer de proposer des choses. Après, moi je connais un petit peu l'histoire de Mister Miracle, un peu de toute l'histoire des New Gods, etc. Je vois un peu ce que c'est, et ça peut rendre pas mal, hein. Maintenant, est-ce que c'est le truc, j'avoue que j'attends le plus, je vais pas te mentir, non, mais est-ce que ça peut être sympa? Oui, enfin, clairement, moi, je regarderai, hein. Mais il y a déjà une image, je sais pas si t'as vu, mais il y a déjà, tu sais, une image pour la série d'animation, ça a l'air de ressembler un peu, je sais pas, aux séries d'animation d'ici à la créature commando, ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, bon. Écoute, peut-être ce sera sympa, je ne sais pas. Après, je vais pas mentir, je suis pas hypé, quoi. Non, mais moi je suis curieux, très curieux, parce qu'il y a beaucoup de personnages un peu obscurs qu'on voit pas trop dans ce truc-là, donc ça peut être intéressant. Ouais. Et c'est Tom King qui est derrière, hein, c'est ça? Ouais. Et on va parler maintenant de Dune, parce que Timothée Chalamet, il a confirmé qu'il y avait donc une ellipse de entre 15 et 20 ans, voilà, dans Dune partie 3. Voilà, donc ce serait plus le même personnage. Chalamet jouerait un personnage qui aura 15-20 ans de plus que dans le Dune partie 2. Ouais, bon, ça, j'ai du mal à y croire. Enfin, c'est pas que j'ai du mal à y croire, je pense que ça va être ça dans le film, mais de voir Timothée Chalamet, qui est déjà fait très jeune, prendre 15-20 ans. Après, je sais pas, ils l'ont rasé la tête, je sais pas quoi, ils ont fait plein de trucs et tout, on verra, hein. Mais c'est vrai que là, je me dis, mais comment ils vont le faire prendre 15-20 ans? Enfin, le mec, ça me paraît chelou. Après, peut-être, hein, tu vois, peut-être que ça rendra bien au final à l'écran, mais c'est vrai que j'ai du mal à imaginer Timothée Chalamet vieux. Je sais pas, enfin, plus vieux, quoi. C'est ça qui est bizarre. Bah après, c'est logique, si t'as Anya Taylor-Joy dans le film, il faut qu'il soit plus vieux, quoi. Après, je crois que c'est un peu bizarre. Anya Taylor-Joy, je sais pas si elle va grandir de manière naturelle. Enfin, ça peut être un truc un peu bizarre, ce truc-là, quoi. Donc, on verra. Et voilà, et Warner Bros, voilà, parce qu'on disait que peut-être ils allaient obliger la place de Dune 3 pour le mettre en octobre ou novembre de cette année. Mais en fait, non, ils voudraient garder leur place, donc le 18 décembre, en même temps qu'Avengers Doomsday. Donc on va faire le Doomsday, voilà. Donc Avengers Doomsday et Dune, partie 3, le même jour au cinéma. Ouais, c'est bizarre cette histoire. Moi, j'y crois toujours pas, hein, vraiment, même si, en fait, ça a l'air de se confirmer. Parce que, en fait, deux choses. Dune va perdre face à Doomsday. Enfin, je veux dire, pour moi, ça va faire du mal aux deux films, et surtout faire du mal à Dune, quoi, je pense, quoi. Parce qu'en fait, Doomsday, je pense qu'ils veulent recréer un peu le côté Barbenheimer. Mais le truc, c'est que Barbenheimer, il y avait deux trucs différents. C'est que déjà, Barbenheimer, ça venait des fans. C'était pas un truc forcé, hein. C'était un truc qui était sorti, que les fans ont commencé à pousser. Ouais, qu'est-ce que vous allez voir et tout. Et surtout, Barbie et Oppenheimer, c'est deux audiences drastiquement différentes qui sont réunies pour créer ce truc qui est Barbenheimer, qui a alimenté les deux films. Là, Avengers Doomsday et Dune 3, c'est le même public pour moi. Pour moi, c'est le même public. Et donc, du coup, je me dis, mais c'est pas trop de sens d'essayer de créer ça. Après, ça se trouve, je vais avoir tort et ça va marcher, les deux films vont marcher, et ça, voilà. Peut-être que les deux films vont marcher, mais est-ce qu'ils vont marcher à la hauteur de ce qu'ils auraient pu faire s'ils n'avaient pas eu de concurrence? Je sais pas, tu vois. Parce que ça se trouve, Doomsday, il était prêt à faire 2 milliards. Peut-être il fera genre 1 milliard 500 millions, tu vois, au lieu de faire 2 milliards, parce qu'il y a Dune en face, et Dune, pareil, au lieu de faire peut-être 900 millions, il va faire 600 millions. Enfin, tu vois, il y a des trucs que tu te dis, voilà, je sais pas du tout si ça va s'alimenter, mais la raison pour laquelle je pense que Dune 3, Warner veut garder Dune 3 à cette place-là, c'est déjà parce que ils étaient là en premier, techniquement, je pense. Donc, ils doivent se dire, c'est pas un autre dégagé. Mais surtout, je crois que les salles IMAX, ils comptent dessus, et je crois il me semble qu'ils les ont réservés, en fait. Il me semble qu'ils ont les salles IMAX qu'ils ont pris, et on sait que les salles IMAX, ça prend énormément de place en ce moment. Sur les dernières années, ça permet de rapporter beaucoup de fric, et je crois qu'ils misent beaucoup sur ça, hein, je crois, le Warner Bros, quoi. Donc je sais pas du tout comment ça va évoluer, cette situation, mais je sais pas si c'est pour le mieux. Oui, parce que là, les IMAX vont être donnés à Doomsday, vont jamais être donnés à Dune. Ah mais non, mais tu dis ça, mais je crois qu'ils ont déjà réservé les salles IMAX Dune. Ah d'accord. Je crois qu'ils ont déjà les trucs IMAX, quoi. Et tu dis ça pas réservé à Doomsday. Il me semble que Doomsday est pas tourné en IMAX. Il me semble que Dune est tourné en IMAX, pas Doomsday.
Donc je sais pas comment ça va se passer cette histoire. Hein. Ah ouais, trop bizarre. Trop bizarre. Ok, bah écoute, on verra bien, mais moi je pense que ça va faire plus de mal à Dune qu'à Doomsday, hein. Clairement. Pour moi, c'est pratiquement sûr. Je vois pas... Parce que Dune, ça a jamais fait le milliard, hein. Dune, c'est ok. Non, mais c'est pas le niveau de hype, hein. Enfin, y a rien à voir, hein, là. Bah, c'est ça, ouais. Même si Dune peut faire le milliard avec son dernier, hein, son prochain film. Il y a un potentiel, mais oui, effectivement, là, tu te dis... en novembre. Enfin, je sais pas, je comprends pas, moi. Bah, tu dis, je comprends pas. Après, ils ont pris la date en premier. S'ils ont pris les trucs IMAX et tout, ils ont pas envie de bouger. Après, moi, j'aurais peur, hein, Doomsday, hein. Mais bon, je sais pas. Ils ont l'air d'être bornés là-dessus. Peut-être que ça va être payant au final, hein. Peut-être que les 2 films vont pas être impactés et tout, mais. Peut-être que les 2 films vont cartonner parce que c'est pendant les vacances de Noël et tu peux aller voir les 2. Mais bon, ouais. Ça se trouve, dans un mois, on va apprendre qu'un film a bougé. Voilà, quoi. Et on va parler de Game of Thrones, puisque voilà, on va parler des séquelles, voilà, qui sont un petit peu explorées. Et bah, il y a un séquel qui savent pas trop s'ils vont le focus sur Arya Stark ou pas, mais qui serait en préparation. On se souvient qu'à l'époque, il y avait déjà des séquelles qui étaient prévues, un sur Arya, un sur Jon Snow, etc. Ça a un peu été mis de côté, mais là, après, apparemment, ça revient sur la table. Je crois vraiment que enfin l'univers Game of Thrones aussi c'est un peu un micmac parce qu'il y a des projets qui sont annoncés, qui sont un peu annulés, qui sont repris, etc. Ouais. Mais je crois vraiment qu'ils veulent faire une séquelle. Je pense pas que George R.R. Martin sera impliqué parce que tout ce qui est lié à la fin de Game of Thrones, je pense ils sont en mode ouais, je m'en fous un peu de tout ça. Donc je sais pas, mais moi ça m'étonnerait pas qu'au bout d'un moment on ait enfin un séquel à Game of Thrones et qu'ils y aillent vraiment, même si je pense qu'ils sont un peu frileux vu que la fin de Game of Thrones elle a un peu refroidi les gens. Mais moi je pense qu'ils veulent exploiter cet univers voilà jusqu'au bout, et je pense que ça va arriver. Même sur Arya Stark, ça me paraît, je pense qu'à un moment ça va arriver. Ouais, bah je pense que ça va c'est pratiquement sûr maintenant. Et puis tu dis ouais, les gens sont refroidis, mais bon, depuis il y a eu House of Dragon. Non, mais je veux dire, tout ce qui est lié à la fin de Game of Thrones peut refroidir les gens, tu vois. Genre si c'est la suite de la fin de Game of Thrones, tu vois, les gens peuvent être un peu alors que le fait de revenir en arrière, je pense que les gens ça les dérange moins, tu vois. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais j'allais dire un truc, c'est que, bah, en fait, ça va, le temps que ça se tourne et tout, si ça sort, ça fera bien 10 ans que ce sera passé, la fin de Game of Thrones. Donc, peut-être les gens, ils en seront plus à ce niveau-là, tu vois. Parce que c'est 2019, la fin de Game of Thrones. Donc, bon, bah, on est en 2026. Ça fait déjà 7 ans, quoi. Donc, bon, je pense qu'ils vont pouvoir tenter dans pas longtemps. Enfin, je pense que ça va être greenlighté et ça va sûrement se faire. Parce qu'en plus, si tu fais revenir les acteurs de cette série-là, bah, faut pas qu'ils soient trop violents en plus si tu veux leur faire des combats et tout. Donc voilà, quoi. Donc, ouais, moi je pense que ça va arriver. Et on a un autre spin-off là qu'on savait qu'il était en préparation, mais qui peut changer un petit peu de nature. C'est la conquête d'Aegon. Voilà, ça parlait de faire une série possiblement, mais la question se pose soit faire une série HBO, soit faire un gros film pour le cinéma. Et je pense qu'effectivement ils essaient de voir les choses en grand avec Game of Thrones vu que ça cartonne. Hein. Et je crois d'ailleurs que le premier épisode là de A Night of the Seven Kingdoms, je crois qu'il est il a pas trop mal marché, je crois qu'il marche plutôt bien. Mais en tout cas, là, Aegon, c'est vrai que c'est un gros truc, et comme ça coûte beaucoup d'argent, faire une série HBO, tout ça, en plus en plusieurs saisons, de réunir les gens, et je pense qu'ils voient que c'est compliqué. Surtout en voyant House of the Dragon qui est là tous les 2 ans, et c'est dur de réunir tout le monde, de faire un espèce de tournage massif, etc. C'est quand même compliqué. Donc je pense qu'ils se disent, est-ce qu'on peut pas tenter d'aller chercher le cinéma? Après moi, le fait de voir des séries tournées au cinéma, je sais pas forcément gage de succès, etc. Maintenant que c'est Game of Thrones. Donc écoute, Game of Thrones, ça marche à chaque fois. Moi, je pense que ça peut marcher au cinéma. Ah là, surtout c'est Game of Thrones, mais en fait, ce sera avec des personnages qu'on n'a pas vus. C'est vrai. Donc, ils peuvent faire la franchise pour le cinéma, qui est la conquête d'Aegon. Et voilà, pourquoi pas. Enfin, ça pourrait prendre, je pense, parce que ce serait pas une suite directe avec les mêmes personnages qu'on a vus dans la série. C'est pas Mandalorian et Grogu, quoi. C'est vrai. C'est ça aussi. Là, tu vois, le truc est un peu différent, quoi. C'est vrai que c'est plus facile à suivre que de suivre un film qui est la suite d'une série, quoi. Oui, c'est clair. Oui, voilà. Clair. Tu vois, il y a ce truc-là, quoi. Et on va du côté des plateformes. Ista, on va parler de Tomb Raider. Oui, effectivement, parce que Jason Isaac a été casté notamment dans cette série Tomb Raider, donc à live action avec Sophie Turner et Sigourney Weaver. Donc c'est Sophie Turner qui joue le rôle de Lara Croft, et il y a eu une première photo qui est sortie, voilà, du look de Sophie Turner en Lara Croft. Et voilà, t'en as pensé quoi là? Déjà, je vais parler des gens qui en parlent, parce que en fait j'ai l'impression que n'importe quelle Lara Croft peut venir et il y aura des gamers pour pleurer, pour chialer, pour dire qu'elle ressemble ci, elle ressemble pas.
déjà la photo, tu la regardes, je suis désolé, elle ressemble quand même pas mal à Lara Croft. Faut arrêter de déconner. Maintenant, malheureusement, on est dans une ère où est-ce qu'elle a assez de seins ou pas pour jouer Lara Croft. Enfin, c'est des questions. Enfin, il y avait déjà eu ça pour la dernière Lara Croft là qui est jouée par Alicia Vikander. C'était enfin bref, c'est des considérations qui sont complètement débiles, je trouve. Enfin, vraiment c'est toujours des trucs en plus sur les gamers, sur la fidélité au jeu, c'est toujours sur des trucs nuls, enfin des trucs nuls comme ça. Enfin, c'est insupportable quoi. Après, pour le coup, est-ce que j'y crois? Bah ouais. Enfin, le costume et tout, là, ils ont essayé de matcher le plus possible et tout. Après, faut voir évidemment la gueule de la série. Après, c'est la Lara Croft des années 90 quoi. C'est le look des premiers jeux. Oui, mais c'est pas le look des derniers jeux. Elle aurait pu prendre le look des derniers jeux. Elle ressemble à Lara Croft. Enfin, tu vois la photo, tu te dis pas, je vois pas du tout qui ça peut être ce personnage. Tu vois, tu reconnais direct que c'est Lara Croft. Voilà, je trouve qu'elle a à peu près la gueule. Et puis même si ils avaient fait une Lara Croft un peu différente, ça aurait pas été un problème pour moi parce que tu peux faire un truc différent. Enfin bref, on en a déjà parlé plein de fois dans le truc. Maintenant, Sophie Turner, est-ce que c'est une bonne actrice? Je sais pas. Je vais pas te mentir, elle a eu des rôles assez compliqués. Moi, dans Game of Thrones, je la trouve pas mauvaise. Il y a des gens qui l'aiment pas dans Game of Thrones. Moi, je trouve que ça va. Maintenant, dans Jean Grey, c'est plus compliqué en Jean Grey. Maintenant, est-ce que c'est le personnage? Est-ce que c'est l'actrice? Voilà, je sais pas trop. Après, c'est à voir dans la série. On va voir le trailer, etc. Quand ça sera tourné. Maintenant, moi, je trouve pas que c'est déconnant. Après, moi, une série Tomb Raider, etc. Amazon, je sais pas trop à quoi m'attendre, je t'avoue. Maintenant, il y a des gens qui s'excitent comme pas possible et qui sont contre le truc. Je trouve que, enfin, il y a des gens qui sont extrêmement durs, soi-disant par rapport à une volonté de fidélité au jeu, etc. qui est un peu débile, moi, je trouve. Mais voilà. Ouais, mais en fait, c'est Lara Croft, on a toujours des débats sur le physique de Lara Croft. Parce que même au Video Games Awards, il y a eu des révélations de 2 nouveaux jeux Tomb Raider. Et il y a eu ces débats-là aussi qui sont sortis, tu vois. Tomb Raider, c'est un délire, je crois. Lara Croft, je sais pas ce qui se passe, mais. Faut commencer à aérer vos chambres, hein, quand même. Parce que là, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué, quoi. Ouais, de fou, c'est insupportable en plus, voilà. Mais après, il me semble que Lara Croft est britannique, non? Oui, parce que l'actrice est britannique. Oui, mais comme je te dis, ils trouvent toujours quelque chose. C'est-à-dire, si elle n'était pas britannique, c'est pas britannique, c'est chiant. Mais là, ils prennent une britannique blanche qui ressemble à peu près à Lara Croft. Ils sont en mode, ouais, mais elle a pas assez de seins. Enfin, il y a toujours un truc. Enfin, c'est vraiment des complètement tarés, quoi. Enfin, pour moi, c'est de la folie. Hein. Ouais, là, non, c'est complètement de la folie. Mais moi, j'aime bien ce que j'ai vu. Je suis très curieux de voir le premier trailer, en tout cas, pour voir quel ton ça aura, tout ça. Mais ouais, pourquoi pas, ça peut être bien. Et on a aussi des infos sur God of War. Ouais, God of War, donc, qui est aussi sur Prime Video, et on a du casting. Donc, on a le casting le plus attendu. Voilà, le rôle de Kratos. Voilà, il va être interprété par Ryan Hurst. Ryan Hurst qui fait aussi la voix de Thor dans les God of War Ragnarok, là, les 2 derniers God of War Ragnarok sur la PS4 et PS5. Voilà. Et on a aussi Teresa Palmer qui va jouer Sif. Ouais, bon, ils vont vraiment développer le côté, j'ai l'impression, Thor et sûrement Odin, etc. Tout ce côté-là qu'on voit pas du tout dans le premier jeu, en fait, dans le premier God of War. Et qu'on voit surtout dans Ragnarok. Je pense que voilà, comme ils développent une série sur la longueur, etc., ils vont un peu développer tout ça. Maintenant, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que le mec qui fait la voix de Thor dans les jeux va jouer Kratos. C'est assez drôle. Voilà. Et après, tout, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, ça peut peut-être le faire. J'en sais rien. Maintenant, oui, il y a un plutôt gros casting. Maintenant, j'attends de voir, je sais pas, une image de tournage, un truc, parce que ça, faut que ça ait de la gueule, quoi. God of War. Après, c'est Amazon, hein, je crois, hein, c'est ça God of War. Hein. Oui, c'est ça, ouais, bien sûr. Ouais. Pour le coup, Fallout, ils ont plutôt réussi le coup. Enfin, ils ont plutôt réussi le coup à retranscrire l'univers et tout. Donc, c'est vrai que quand on se base sur ça, là, on voit Tomb Raider, on voit God of War, on se dit, est-ce qu'ils vont réussir à retranscrire un truc, un univers? Et franchement, ça peut être très casse-gueule parce que quand même, les jeux, ils ont quand même un côté atmosphérique. Enfin, ils ont quand même de la gueule. Donc, à voir. Mais c'est vrai que le casting, je les trouve pas dégueu, moi, pour le coup. Ouais, pareil. En plus, il a la barbe et tout, il a la même barbe, donc c'est parfait. Ensuite, on va parler de Netflix et de Ted Sarandos, qui a dit récemment qu'il va garder la fenêtre de 45 jours pour les films Warner Bros. Si ils ont l'achat. Alors, plusieurs choses. Alors, Ted Sarandos, il y a moyen qu'il se foute de notre gueule, déjà. Il y a moyen qu'il mente, voilà, parce que là, il y a l'achat qui va être fait. Il veut se mettre un peu les gens dans la poche, donc il va forcément dire des choses pour brasser un peu dans le sens du poil les gens. Oui, on va garder les cinémas, on n'est pas là pour finir. Alors que ça se trouve, dans quelques années, ils vont vouloir réduire la fenêtre de sortie. Maintenant, j'ai appris quelque chose sur la déclaration. Tu sais, ils avaient dit, il y avait une rumeur où c'était quelque chose qui était sorti disant qu'ils voulaient garder les films 17 jours au cinéma. Et en fait, c'est plus
ambigu que ça en fait. Je crois que ça parlait en fait de mettre les films, on va dire moins blockbuster en tout cas, avec une fenêtre de 17 jours. Ah oui. Et qu'en fait, il y aurait bien une fenêtre de 45 jours pour les gros films, pour les films de les Superman, etc. Que ce serait bien 45 jours qui garderaient. Alors, moi, j'ai deux problèmes avec ça, c'est que 17 jours, même pour des petits films, je trouve ça se fait pas, en fait. Et même 45 jours, déjà, moi, j'ai déjà un problème avec ce système-là. Donc, déjà, de base, c'est un système déjà qui me saoule qu'un mois et demi après, il y a déjà des films sur les plateformes. Enfin, bref. Maintenant, cela dit, effectivement, j'espère qu'ils vont garder leurs promesses et qu'ils vont garder les films au cinéma, mais moi je suis quand même extrêmement sur mes gardes sur la politique de Ted Sarandos et de Netflix, quoi. Bah, après, il peut faire, tu sais, ça au début. C'est ça. Faire comme il a dit, là. Mais plus ça avance dans les années, plus il réduit la fenêtre de sortie. Puis au final, il sort plus que ça sur Netflix au bout d'un moment. Il pourrait nous faire un coup comme ça. Il y a clairement moyen que ça finisse à un moment comme ça, quoi. Donc, Ouais, c'est pas. De toute façon, le rachat Netflix Warner, il est pas rassurant. En tout cas pour nous, on s'en est d'accord que c'est pas. Je crois que pour personne. Hein. Ouais, je pense pour personne non plus. Et j'espère qu'ils vont pas produire les séries HBO comme ils vont produire leurs séries Netflix. Hein. Parce que là, ça me fait peur. Bah après, tu vois, c'est ça aussi que je sais pas s'ils vont intervenir là-dedans, parce que HBO, c'est une marque en soi. Tu vas pas enlever HBO. Enfin, HBO, ça reste ils ont tout leur studio. C'est une marque à part entière. Enfin, les gens vont voir une série parce que c'est une série HBO. Maintenant, j'ai peur, effectivement, dans 5-10 ans, qu'ils mettent un peu leur main là-dessus. Mais bon, bref, on verra comment tout cela se passe. On va aller du côté de Sony, puisque c'est officiel, 28 ans plus tard, 3 est en développement, avec évidemment Cillian Murphy qui revient, Alex Garland qui écrit, et sûrement Danny Boyle qui va réaliser le film. Donc, Ista, c'est parti, hein, on va voir le 3. Hein. C'est parti, mais là, le 2 fonctionne pas très bien. Enfin, en tout cas, il a pas très bien démarré. Je sais pas, est-ce que ça peut avoir un pouvoir de décision en mode ils disent ça marche pas donc on annule, parce que pour l'instant c'est pas parti en tournage, donc pour moi je me dis tant que c'est pas parti en tournage c'est pas sûr, quoi. Non, mais après je sais même pas si c'est écrit, hein, pour le coup, hein, parce que ils avaient fait les 2 films back to back là, de premier 28 ans plus tard, mais ils ont dit ça dépendra du box office et du succès et tout, donc voilà. Mais après apparemment ils sont de retour en développement, donc je sais pas, hein. Bah écoute, on verra. Moi, comme je disais dans le podcast sur le Temple des Morts, je disais j'aimerais quand même bien avoir la fin de cette histoire-là. Donc, je serais quand même un peu déçu qu'il n'y ait pas un 3e pour au moins finir l'histoire, quoi. Là, ça fonctionne pas très bien. Le démarrage, mais bon, comme je disais aussi, janvier, je suis pas sûr que c'était un bon spot pour sortir ton film, quoi. Et on a appris que Disney ABC, donc voilà, parce que les Oscars étaient diffusés sur la chaîne ABC, donc qui appartient à Disney, eh bien voilà, ça ne sera plus diffusé là-dessus à partir de 2029, puisque ça va bouger sur YouTube, parce que YouTube a gagné les droits de diffusion des Oscars. Ouais, écoute, maintenant ça bouge pas mal. Il y a pas mal de cérémonies maintenant qui sont plus du tout sur les chaînes télé et qui vont finir sur les plateformes, sur les endroits comme ça, sur YouTube qui a dû payer un bon gros billet pour avoir les Oscars maintenant en 2029. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Franchement, dur à dire pour le coup. Maintenant, YouTube, ils peuvent mettre en avant clairement les Oscars et ça peut créer vraiment un événement sur YouTube et tout. Et je sais pas du tout comment ça va être fait. Maintenant, écoute, je crois que vraiment la perte des chaînes télé de beaucoup de choses, de beaucoup d'événements live, etc. Je crois que ça se fait de plus en plus, hein. Ouais, de fou, comme t'as dit, sur les plateformes, parce que je crois que sur Netflix, il y a la SAG, enfin les Actors Awards, ils appellent ça maintenant. Peut-être ça va plus trop passer sur les chaînes télé, mais ce sera sur des plateformes. Mais de tout plein d'événements en direct, en fait, même le sport, les trucs comme ça, maintenant, il n'y a plus que les chaînes télé qui ont le droit à voir ça, quoi. Donc, je sais pas comment ça va évoluer, tout ça. On va du côté box-office, la fameuse chronique box-office Ista. 28 ans plus tard, on en a parlé, le Bon Temple, le Temple des Morts, et il est un peu décevant au box-office parce qu'il a engrangé que 31 millions dans le monde pour un budget de 63 millions, donc c'est presque 2 fois moins que le précédent, qui avait rapporté plus de 50 millions, je sais plus il avait rapporté combien exactement, mais en tout cas ça fait à peu près 2 fois moins. Maintenant, est-ce que ça peut mieux marcher? Enfin, est-ce que ça peut se relever? Possiblement, je dirais qu'il n'y a pas trop de concus, je dirais. Et en plus, il a un très bon bouche à oreille, donc peut-être qu'il va mieux se maintenir que le précédent, parce que le précédent, il a chuté pas mal, hein, quand même, pour le coup, parce qu'il y avait quand même pas mal de concurrence, etc. On verra comment ça va se développer, mais c'est assez décevant pour le coup. Ouais, c'est pas un très bon démarrage, mais comme t'as dit, il peut avoir des bonnes jambes, comme on dit. Peut-être qu'il pourrait performer plus que ce qu'on croyait, mais ouais, là, il fait moins, en tout cas, de ce que les prévisions disaient. Donc, c'est jamais bon signe, hein. C'est jamais bon signe.
Et Zootopie 2 est devenu le plus gros film d'animation pour Disney dans le monde, voilà, au box-office mondial, parce qu'il a passé les 1,7 milliards, voilà, donc il a dépassé Vice Versa 2, voilà, qui a fait un gros carton à l'époque. Et donc voilà, donc maintenant il n'y a plus que Neza 2, je crois, au-dessus, en film d'animation. Mais par contre, au box-office domestique, donc aux États-Unis, je crois que Vice Versa 2 et Mona sont au-dessus. Hein. Bah après, c'est la Chine. La Chine a pété un câble complètement sur le film de Zootopie 2. Enfin, c'est un truc c'est le premier marché d'ailleurs, il me semble. Hein. Donc, c'est complètement dingue ce qui s'est passé au niveau de la Chine. Et Zootopie 2 va finir sûrement le film américain, en tout cas, qui a rapporté le plus au box-office cette année, même si c'est Neza 2, le film chinois qui va rester le film qui a rapporté le plus. Donc ouais, c'est assez fou ce qui s'est passé. Bah, tu vois, le marché chinois, des fois, il est plus très présent pour les films américains, mais quand il se présente, il est vraiment présent, quoi. Ah, il est là. Marty Supreme est devenu le plus gros film au box-office pour A24, voilà, aux États-Unis, et il devrait devenir le plus gros film dans le monde d'ailleurs, parce que Marty Supreme est sorti dans très peu de marchés dans le monde, il est pas sorti surtout aux États-Unis, mais voilà, chez nous il est pas encore sorti, etc. Donc il y a moyen que ce soit le plus gros succès de A24, et Timothée Chalamet qui ramène pas mal de gens en salle. Bon, il a fait une promo hyper agressive, vraiment c'était abusé, mais en tout cas ça a l'air de fonctionner, ça. Ouais, j'ai l'impression que Timothée Chalamet, comme t'as dit, il fait vendre des billets, je sais pas, mais les gens l'aiment bien, c'est un peu une star en fait, j'ai l'impression. Quand il sort un film, les gens vont le voir, quoi, et ça fonctionne à chaque fois, donc ouais, hein, comme quoi. Et puis Marty Supreme, il paraît que c'est un bon film aussi, donc il y a peut-être ça aussi qui joue. Ouais, bah bravo à 24. Mais après, ils ont fait. Pour l'instant, je crois qu'ils n'ont pas dépassé Civil War, ils ont dépassé les $100 millions sur le mondial, mais ils sont pas au niveau de Civil War encore. On a des analystes de box-office qui ont projeté que 2026, en cinéma ou box-office, ça pourrait atteindre les 35 milliards de dollars, et ce serait la plus grosse année depuis 2019, depuis l'avant-Covid, qui avait rapporté 42,3 milliards au box-office l'année 2019. C'était une année assez folle en termes de chiffres, c'est assez fou, mais peut-être que cette année sera meilleure que l'année précédente qui a été pas si folle, mais bon, nous on s'accorde là-dessus, on pense que ça va être une meilleure année que les années précédentes sûrement, quoi. Ah oui, bah c'est sûr. Bah déjà avec Avengers Doomsday, Spider-Man et tout. Enfin, on en a parlé, mais le Mario. Il y a un Mignon aussi. Enfin bref, il y a des trucs qui arrivent là, qui vont faire largement une meilleure année que l'année dernière, parce que l'année dernière, elle était pas ouf. Hein. Même niveau entrée en France, c'était pas terrible. Il n'y a pas eu vraiment de succès surprise et tout qui était un peu arrivé, comme c'était le film d'Artus qui était sorti l'année d'avant. En plus. Ouais, un petit truc en plus, ouais. Ou alors le Comte de Monte Cristo aussi, qui avait fait 10 millions d'entrées, quelque chose comme ça. Il n'y a pas eu vraiment de phénomène dans le cinéma français l'année dernière. Et ouais, sur le cinéma américain, bah, ça a été compliqué aussi. Donc, bon, écoute, mais je pense que cette année va être meilleure, ouais. Va être largement meilleure. Peut-être une des meilleures post-Covid, ouais, il y a de grandes chances, ouais. Il y a eu les 4 trailers pour Avengers Doomsday, voilà, qui ont reçu un total de 1,2 milliard de vues. Voilà, et ça te dit qu'en gros, ça a fait vraiment 188% de plus que n'importe quoi de ce que sort Marvel. Généralement, voilà, là, ça a fait des gros chiffres, ça a eu des grosses stats. Donc, ça montre qu'il y a une attente. Il y a une attente sur ce film-là, et vraiment, bah, voilà, c'est la stratégie du MCU, peut-être, sur ces 2 prochaines années, là, avec Doomsday et Secret Wars, bah, peut-être que ça va gagner, quoi. Ouais, bah de toute façon, forcément, c'est le film, je pense, qui est le plus attendu du MCU depuis No Way Home, peut-être, je pense, un truc comme ça. Donc je pense qu'il y a une grosse attente, et puis de toute façon, il lâche des trailers toutes les semaines, donc ça peut que alimenter pour le coup. Et ouais, moi je pense que oui, l'attente va être énorme, quoi. Il y a moyen que ce soit peut-être le film qui rapporte le plus l'année prochaine. Il y a clairement moyen. Ouais, il y a de grandes chances. Et voilà, Ista, c'est fini pour ce gros épisode des news de la semaine. Voilà, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous aide beaucoup pour le référencement et ça nous fait toujours plaisir. À nous suivre, on est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc., etc. Vous connaissez. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube. Et on se retrouve très bientôt, Ista, pour parler de Hamnet. Ciao! Bientôt, ciao!